En 2017, j'avais trouvé un petit boulot dans un entrepôt comme agent de sécurité extérieure. Et j'étais posté au niveau de l'entrée principale. Tout l'entrepôt était entouré de grillages avec seulement 2 accès. Il y avait une grande entrée à l'avant et puis une plus petite à l'arrière. Je plaisantais souvent en disant que l'entrepôt ressemblait à une prison. En plus, il était vraiment loin des zones principales de la ville. Il se trouvait à environ 800 mètres de l'autoroute au milieu d'un champ. Le travail était plutôt simple, puisque je restais simplement assis dans une minuscule guérite de sécurité. J'étais juste à côté du portail principal et je devais m'assurer que personne ne traînait dans les environs. Parfois, des employés avaient besoin d'entrer en pleine nuit ou il y avait une livraison tardive. Mais disons que la plupart du temps, tout restait assez calme jusqu'au matin. J'avais quand même toujours un autre agent de sécurité à qui parler, celui qui travaillait au portail arrière. Pour préserver son anonymat, je vais l'appeler Cory. Cory et moi communiquions par radio toute la nuit, ce qui rendait les gardes beaucoup moins longues. On se voyait très rarement en personne et on n'avait presque jamais besoin de quitter nos petits postes de sécurité. Les rondes à pied n'étaient pas nécessaires parce qu'on avait accès aux images en direct des caméras installées tout autour du périmètre de l'entrepôt. Ce qui est arrivé, s'est passé pendant une nuit que je pensais normale et totalement tranquille. Je suis arrivé à mon poste vers 22h. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai contrôlé les entrées et sorties des employés et j'ai laissé passer quelques livraisons tardives. Puis, dans les alentours de minuit, plus personne n'est entré et plus personne n'est sorti. À un moment, Cory m'a contacté à la radio. « Hé, t'as entendu ça il y a une minute ?» Il m'a dit que ça ressemblait à quelqu'un qui criait. Je lui ai répondu que je ne voyais absolument pas de quoi il parlait et que j'étais presque sûr qu'il essayait juste de me faire marcher. Mais il a insisté. « Non, vraiment, je te jure, j'ai entendu quelqu'un crier du côté du portail. » Je lui ai dit que je n'avais rien entendu. Pourtant, sa voix avait l'air plus sérieuse que d'habitude. Peut-être même un peu tremblante. J'ai vérifié toutes les caméras en direct, mais je n'ai vraiment rien vu. 15 minutes plus tard, Cory est revenu à la radio en prononçant mon nom d'une voix urgente. J'ai décroché et je lui ai demandé ce qu'il voulait. Il y a eu un silence, puis sa voix est revenue à travers la radio. « Est-ce que tu vois ça ?» J'ai regardé autour de moi, dehors tout était extrêmement calme. Et juste avant de lui répondre, j'ai vu ce dont il parlait. Il y avait une sorte de lumière, comme une lampe torche. Elle bougeait dans le champ près de l'entrepôt. Elle était beaucoup trop loin et il faisait trop sombre pour distinguer quoi que ce soit d'autre que cette lumière. Cory m'a dit qu'il la voyait aussi sur son retour caméra et il m'a demandé si j'avais une meilleure vue puisque ça passait de mon côté. Le truc, c'est qu'aucun de nous n'arrivait vraiment à voir ce qu'il y avait dehors, ni ce que cette personne faisait. On a surveillé cette lumière pendant un bon moment en la regardant avancer à travers le champ, jusqu'à ce qu'elle finisse par atteindre une zone que ni lui ni moi ne pouvions vraiment observer. Les caméras de ce côté-là ne filmaient pas très loin, elles étaient surtout dirigées vers le portail. Après ça, tout est redevenu calme pendant environ 45 minutes, peut-être même 1 heure. Et la lumière n'est jamais réapparue. Il était à peu près 3h du matin quand la radio s'est soudainement activée. Le truc, c'est que Cory n'a absolument rien dit. Au bout de 5 secondes, la radio s'est simplement coupée sans qu'il ne prononce le moindre mot. J'ai attrapé la mienne et je lui ai demandé si tout allait bien. Je n'ai eu absolument aucune réponse. « Cory, t'es là ?» Mais toujours rien. J'allais ignorer ça et me dire que ce n'était rien, mais quelque chose en moi sentait que cette fois, c'était différent. J'ai basculé mes écrans sur le côté de Cory, en direction de sa guérite près du portail arrière. Je ne l'ai pas vu, il n'était plus à son poste. J'ai attendu quelques minutes avant de trop m'inquiéter. Mais quand 10 minutes sont passées sans aucun signe de lui et sans aucune réponse à la radio, j'ai commencé à consulter les enregistrements des caméras. Je suis revenu environ 15 minutes en arrière, autour du moment où ma radio s'était activée toute seule. Mes yeux se sont écarquillés et je me suis penché vers l'écran. Quelques minutes après 3h du matin, Cory avait quitté son poste sans raison apparente. Il était sorti de son poste, s'était approché de la porte de sortie du côté du portail, l'avait déverrouillée, puis ouverte. Ensuite, il était sorti du périmètre de l'entrepôt et avait marché le long du champ. Je l'ai vu sortir sa radio et rester immobile 1 seconde avant de la ranger. Et puis, il a complètement disparu dans le champ. Il a simplement continué à marcher dans le noir. Après avoir parcouru toutes les images disponibles, je ne l'ai jamais vu revenir. Je me suis précipité hors de mon poste et j'ai commencé à me diriger vers le portail arrière. Techniquement, je n'étais censé quitter mon poste sous aucun prétexte. Mais j'étais sincèrement inquiet. Et oui, j'aurais probablement dû appeler la police ou prévenir quelqu'un, mais j'espérais vraiment que ce ne soit rien. J'espérais que Cory allait m'attendre à son poste avec une excuse complètement stupide pour expliquer tout ça. Sans compter qu'appeler la police pendant une garde, ce qu'on avait déjà dû faire par le passé, c'était un énorme problème. Il y avait toujours des tonnes de paperasse et des procédures internes inutiles, même quand ça ne donnait rien. Je suis arrivé au portail arrière, mais Cory n'était toujours pas là. J'ai donc déverrouillé la porte de sortie et j'ai regardé dans le champ. Presque immédiatement, ma radio s'est encore activée, mais aucune voix n'est sortie, pas même un bruit. Je l'ai appelé à la radio, puis j'ai crié son nom en direction du champ, mais il n'a pas répondu. Après une bonne minute à hurler dans ce vide noir devant moi, une lumière est soudainement apparue au loin, la même que j'avais vue plus tôt près de mon portail. J'ai fait quelques pas en avant afin d'essayer de mieux voir, la lumière bougeait.
Elle s'éloignait vers la ligne des arbres tout au fond du champ. J'ai failli me mettre à courir vers elle, mais j'ai fini par m'arrêter net. J'ai réalisé que c'était complètement insensé. Une sensation extrêmement dérangeante, une sorte de malaise profond m'a envahi. Je suis resté là un moment, à réfléchir à ce que je devais faire. Puis je me suis dépêché de retourner au poste de Cory pour appeler à l'aide. C'était presque comme un aveu d'échec, comme si en appelant, tout devenait soudain beaucoup plus réel. Pendant que j'attendais, j'ai regardé la lumière devenir de plus en plus faible à mesure qu'elle continuait vers le fond du champ, jusqu'à ce qu'elle finisse par complètement disparaître. Cory, lui, était toujours introuvable. La police est arrivée et l'entreprise a lancé une énorme enquête ainsi que des recherches pour retrouver Cory. Mais il n'est jamais réapparu. La théorie principale, du moins celle de l'entreprise et du commissariat, c'est qu'il aurait été intrigué par la lumière, qu'il aurait quitté son poste pour aller voir de plus près, et une fois confronté à la personne qui se trouvait là-bas, quelque chose de terrible lui serait arrivé. Mais pour moi, ça n'a juste aucun sens. Jamais il n'aurait quitté son poste comme ça pour marcher loin dans le champ. Et surtout, pas sans prévenir d'abord. Il a forcément vu autre chose. Et ce qui est effrayant, c'est que ça aurait très bien pu être moi à sa place. Peu importe ce qui s'est réellement passé cette nuit-là, ce qui a fini par mener à la disparition de Cory aurait très bien pu m'arriver à moi. Et dans ce cas-là, je ne serais probablement plus là pour raconter cette histoire. J'ai été agent de sécurité pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, dans toutes sortes d'endroits et d'environnements. Ce qui s'est passé remonte maintenant à presque 8 ans, et ça reste de très loin l'expérience la plus étrange et la plus dérangeante que j'ai jamais vécue. J'étais sur la côte ouest, dans une petite ville assez ancienne. On m'avait transféré pour commencer à travailler dans un nouveau bâtiment, plus précisément dans un endroit qui posait problème à la ville depuis plusieurs années. C'était un grand magasin abandonné, juste à la sortie de la ville. Mais durant les années qui ont précédé l'embauche d'agents de sécurité, les intrusions s'étaient multipliées, et beaucoup d'activités horribles avaient commencé à se produire près du bâtiment. Le genre de choses qu'on ne peut faire que lorsqu'il n'y a personne autour de nous. La ville avait essayé de laisser les lumières allumées à l'intérieur du magasin abandonné pour dissuader les gens, mais ça n'avait pas servi à grand chose. Et après la disparition d'un couple dans les environs, ils ont engagé la société de sécurité pour laquelle je travaillais. Notre mission était de faire en sorte que personne ne s'approche. Heureusement, la plupart des nuits, je ne travaillais pas seul. Darren était un homme plus âgé, qui faisait les nuits avec moi 4 soirs sur 5. Pendant les 3 premières semaines passées sur place, il ne s'est rien produit. On avait installé des caméras de sécurité temporaires à l'extérieur du bâtiment, et on passait la majeure partie du temps dans la pièce des moniteurs à surveiller les images. De temps en temps, on recevait une alerte de mouvement parce que 2 ou 3 adolescents s'approchaient du bâtiment. Mais dès qu'ils voyaient les lumières et les caméras, ils repartaient en courant. On faisait quand même des rondes à l'intérieur du bâtiment, parce qu'aucune caméra n'avait été installée à l'intérieur. Mais bon, c'était juste une inspection rapide de 5 minutes dans les couloirs et les arrière-pièces, sans trop vérifier en détail ce qu'il y avait. Puisque de toute façon, les caméras couvraient l'extérieur. Donc si quelqu'un était entré, on l'aurait forcément vu. Et avec un peu de chance, les détecteurs de mouvement l'auraient aussi repéré, même s'ils étaient un peu moins fiables. Un soir, vers 1h du matin, Darren était sorti du bâtiment pour aller uriner dans les bois, juste derrière. Quand il est sorti, j'ai évidemment reçu une alerte sur l'un des détecteurs de mouvement qu'il avait capté en train de s'éloigner. Mais environ 30 secondes plus tard, j'ai reçu une autre alerte sur l'un des moniteurs. Cette fois, un mouvement avait été détecté près de la porte d'entrée. Il y avait un homme habillé en noir qui marchait droit vers la porte. Quelques instants plus tard, j'ai entendu de grands coups frapper contre la porte depuis le bout du couloir. Pendant une seconde, j'ai pensé que c'était peut-être quelqu'un de notre société de sécurité qui venait sur place pour une raison quelconque. Il s'était approché d'une manière tellement décontractée que ça me paraissait évident. Mais quand j'ai commencé à descendre le couloir vers la porte, l'homme a continué de frapper dessus encore et encore. Et la manière dont c'était fait me faisait presque douter. Puis j'ai entendu la porte arrière s'ouvrir. C'était Darren qui revenait. Et là, les coups se sont immédiatement arrêtés. Quand Darren m'a vu dans le couloir, je lui ai dit que quelqu'un était à la porte. On a tous les deux couru vers le moniteur. Et il n'y avait plus personne. Il en a très vite conclu que c'était juste une blague de ma part pour essayer de lui faire peur. Je ne savais ni quoi faire, ni quoi dire de plus. Alors j'ai fini par laisser tomber. De toute façon, la personne était partie. Le reste de cette nuit a été plutôt calme, tout comme les 2 nuits suivantes. Mais la 3e nuit, je travaillais seul. Et vers la même heure, autour d'1h du matin, ce même homme est revenu devant le bâtiment. J'avoue que j'étais déjà en train de fermer les yeux quand l'alerte du moniteur a été déclenchée. C'est plus difficile de rester éveillé quand on travaille seul, mais dès que j'ai vu ce type, j'étais parfaitement réveillé. Cette fois, il n'a pas frappé à la porte. Il avait plutôt l'air de chercher un moyen d'entrer. Il rôdait autour du bâtiment, essayait de regarder à travers les fenêtres et testait toutes les poignées de porte. Depuis l'intérieur, je pouvais même entendre chaque fois qu'il tentait d'ouvrir une porte ou de pousser une fenêtre. Après quelques minutes, il a abandonné et a fini par s'éloigner.
J'ai noté l'incident sur le registre, mais j'ai supposé que ce n'était rien de plus qu'un idiot qui voulait vérifier si la sécurité était encore en place. Et après ça, 2 semaines se sont passées. Pendant toutes mes gardes seules, comme pendant celle avec Darren, rien d'autre ne s'est produit, à part les visites occasionnelles d'adolescents ivres. Puis pendant l'un de mes jours de repos, j'ai reçu un appel du coordinateur sécurité de l'entreprise pour laquelle je travaillais. Il y avait eu un incident avec Darren pendant sa garde en solo la nuit précédente. J'ai posé énormément de questions, mais je n'ai obtenu qu'une explication vague et inutile. En gros, quelque chose était arrivé à Darren la nuit précédente alors qu'il était seul dans le magasin abandonné. Il avait immédiatement quitté son poste et démissionné. Pas de préavis de 2 semaines, rien. Il avait démissionné sur le champ. J'ai essayé d'obtenir plus d'informations, mais on ne m'a rien donné. J'ai même essayé d'envoyer des messages sur le téléphone de Darren, mais après quelques textos, il a simplement décidé de me bloquer sans répondre. On n'était pas de grands amis ou quoi que ce soit, mais on s'entendait plutôt bien. Alors pour moi, c'était vraiment étrange. Évidemment, ça m'a rendu un peu hésitant à l'idée d'y retourner, mais quand le moment est venu, j'ai fini par reprendre mes gardes comme prévu. Sauf que maintenant, j'étais tout seul. La première nuit de retour, je suis resté extrêmement vigilant et attentif. Je pensais à toutes les possibilités. Qu'est-ce qui avait bien pu arriver à Darren pour qu'un type aussi détendu et tranquille décide de tout abandonner aussi soudainement ? Mais l'une des grandes règles non dites quand on est agent de sécurité dans des endroits comme celui-là, c'est de ne pas laisser son imagination prendre le dessus. Trop réfléchir rend le travail beaucoup plus difficile. Au bout d'un moment, je me suis convaincu qu'il en avait probablement juste marre de travailler seul, et qu'il avait simplement décidé de partir. Après tout, si quelque chose de grave était vraiment arrivé, l'entreprise aurait sûrement été obligée de me le dire. Je suis resté un moment dans la salle de surveillance, puis je me suis levé pour faire ma ronde. Vu les circonstances, j'ai inspecté les lieux plus sérieusement que d'habitude. J'ai ouvert toutes les portes, vérifié les pièces, et dans l'une des salles situées près de la porte arrière, j'ai remarqué quelque chose d'anormal. La fenêtre était brisée, et je savais qu'elle n'était pas comme ça avant, parce que toutes les autres fenêtres cassées avaient été condamnées avec des planches. Celle-ci avait été brisée récemment, probablement pendant la dernière garde de Darren. Là, les choses ont commencé à paraître beaucoup plus sérieuses. Je me suis approché et j'ai regardé tout autour de moi. Dehors, il faisait tout noir, et c'était étrangement silencieux. Puis soudain, j'ai entendu une alarme sonore dans le couloir. Et c'était l'alerte du détecteur de mouvement. Et juste après, j'ai entendu une branche craquer derrière moi. J'ai vu quelque chose bouger à l'extérieur de la fenêtre. Quelqu'un se tenait là, dehors, juste assez loin pour rester hors de ma vue. Je ne pouvais distinguer que le bas de ses jambes, à peine éclairé par les lumières temporaires installées à l'extérieur du bâtiment. Je les ai fixées pendant peut-être 20 secondes. Puis la personne a commencé à parler. Tout bas, entre de faibles sanglots, elle murmurait à l'aide. Je n'avais jamais eu aussi peur de toute ma vie. J'ai couru jusqu'à la salle de surveillance et j'ai appelé la police. Ensuite, j'ai fait ce qu'on nous avait toujours appris à faire, à savoir verrouiller la pièce, attendre que la police arrive et les laisser gérer la situation. Quelques minutes après m'être enfermé, j'ai recommencé à entendre la voix. Elle m'appelait depuis l'endroit où se trouvait la fenêtre brisée. Autant vous dire que j'étais absolument terrifié. Quand la police est arrivée, je suis sorti en courant. Je leur ai tout expliqué, puis je suis parti dès que j'ai pu. Le matin même, j'ai démissionné, et je n'ai jamais cherché à savoir ce qui se passait vraiment là-bas. Je pense que quelque chose de similaire est probablement arrivé à Darren. Je n'ose même pas imaginer qui a été envoyé ensuite pour prendre le poste dans le bâtiment abandonné. Je suis simplement heureux de ne pas être resté plus longtemps. Il y a plusieurs années, j'ai décroché un travail assez inhabituel comme agent de sécurité. C'était pas le genre de poste classique pour une entreprise ou un immeuble de bureau. C'était pour une seule et toute petite famille. Ils étaient évidemment très riches et possédaient une immense propriété de plus de 40 hectares en pleine forêt. D'après ce que j'ai compris avec mon embauche, ils avaient vécu plusieurs années sur cette propriété sans aucun problème. Mais environ un mois avant de me recruter, ils avaient fait une rencontre. Quelque chose qui avait dû les effrayer suffisamment pour payer une sécurité à temps plein. Cette famille devait dépenser plus de 100 000 $ par an. Donc peu importe ce qui s'est produit, ça les avait vraiment terrifiés. Mais ils ne m'ont jamais donné de détails précis à ce sujet, probablement pour ne pas me faire fuir. Les premiers mois se sont plutôt bien passés. J'arrivais vers 21h et je restais éveillé jusqu'à 5h du matin en faisant une ronde du périmètre toutes les heures. Entre les rondes, je restais à l'intérieur de la maison. Je parcourais le rez-de-chaussée, je vérifiais les fenêtres et je restais simplement sur place. La plupart du temps, la famille dormait déjà ou se trouvait à l'étage dans les chambres pendant que j'étais là. Et le manoir était de toute façon tellement immense que même lorsqu'ils descendaient, je ne les remarquais à peine. Et assez étrangement, la moitié du temps, la famille n'était même pas dans la maison. Ils partaient souvent pour de longues vacances. Donc je me retrouvais seul dans la propriété, à marcher dans un manoir vide et silencieux. Et ça m'arrivait également de patrouiller dans les bois. Alors oui, c'était un peu inquiétant, mais c'était aussi de l'argent facile. Enfin, ça c'était jusqu'au 1er mai. Ce jour-là, toute la famille a fait ses bagages et est partie pour de nouvelles vacances de 4 semaines. Et les 2 premières nuits, j'ai repris tranquillement ma routine, seul dans la maison. Mais le fait d'être seul ne m'empêchait pas d'être professionnel. Je ne m'affalais pas sur le canapé, je ne fouillais pas dans les chambres et je ne faisais rien de bizarre chez eux.
Même s'il m'avait dit qu'il n'en avait pas, j'étais presque sûr qu'il devait y avoir des caméras cachées quelque part. Le maximum que je me permettais, c'était de rapprocher une chaise vers l'avant de la maison pour pouvoir me détendre un peu tout en gardant un œil sur les fenêtres. Au moment de ces vacances, cela faisait 5 mois que je travaillais pour eux sans le moindre incident. Alors je n'étais pas particulièrement sur mes gardes et je n'avais pas l'impression de devoir l'être. Si quelque chose devait arriver, je m'en occuperais. Enfin, tout ça pour dire que je passais pas vraiment mes nuits à m'inquiéter. Puis une nuit, vers 2h du matin, je suis sorti faire ma ronde autour du manoir. Et les bois étaient très calmes, comme toujours. Pourtant, j'ai commencé à ressentir un mauvais pressentiment. Cette sensation instinctive que quelqu'un vous observe. Je me suis immédiatement arrêté de marcher, mais je suis resté immobile quelques secondes. J'ai regardé tout autour de moi, et si quelqu'un m'observait, je voulais qu'il voie que j'étais conscient de sa présence. Mais pour être tout à fait honnête, je n'ai vraiment rien vu. Après un moment, j'ai continué ma ronde autour de la maison. Il n'y avait aucun autre signe de quoi que ce soit, ni de qui que ce soit. Il me fallait environ 20 minutes pour faire lentement le tour complet de la maison. Ensuite, je suis rentré à l'intérieur. Le truc, c'est que je me sentais toujours mal à l'aise. D'habitude, quand la famille n'était pas là, je ne me donnais pas la peine d'allumer toutes les lumières et de traverser toute la maison. En gros, j'allumais simplement les lumières près de l'entrée principale et de l'entrée arrière. Et puis je laissais le reste de l'intérieur dans le noir. Mais cette nuit-là, ça me dérangeait vraiment. Je ressentais constamment le besoin de regarder par-dessus mon épaule ou de fixer les couloirs sombres à l'intérieur de la maison. Environ 1 heure plus tard, l'un des téléphones fixes de la maison s'est mis à sonner. C'était étrange que quelqu'un appelle aussi tard, mais je n'avais aucune idée d'où se trouvait ce téléphone dans la maison. Et je n'avais aucune raison d'aller décrocher. De toute façon, ce n'était certainement pas pour moi. J'avais mon téléphone professionnel sur moi en permanence, au cas où la famille aurait besoin de me joindre. Et de toute façon, après seulement quelques sonneries, l'appel s'est arrêté. Il ne restait plus que quelques heures avant la fin de ma garde. J'ai réussi à tenir bon et à ignorer mes sensations de malaise. La nuit suivante, je me sentais beaucoup mieux pendant les 3 ou 4 premières heures. Puis au milieu de la nuit, alors que j'étais assis sur une chaise près de la fenêtre à l'avant de la maison, j'ai entendu quelque chose derrière moi. Une série de coups rapides et discrets qui ont résonné dans tout l'intérieur de la maison. J'aurais dit que ça ressemblait à des bruits de pas, sauf que le son était tellement étouffé et plein d'écho que je n'en étais pas sûr. Je ne savais même pas où regarder pour comprendre d'où ça venait. Je me suis levé de ma chaise et j'ai avancé jusqu'au milieu du rez-de-chaussée. Il faisait complètement noir, mais je suis resté là pendant peut-être 1 minute pour voir si j'allais entendre le bruit de nouveau. Et finalement, je dirais que 2 ou 3 minutes se sont écoulées. Cette fois, ça venait directement d'au-dessus de moi, ce qui veut dire que c'était soit au 2e étage, soit au 3e. Je suis allé jusqu'à l'escalier et je suis monté dans le couloir principal du 2e étage. Une fois arrivé là-haut, j'ai très vite réalisé que je ne savais même pas par où commencer. Je ne savais pas où menaient les couloirs ni les portes. Je n'étais jamais monté dans les étages supérieurs auparavant. J'ai finalement décidé de monter jusqu'au 3e et de regarder dans le couloir principal. Alors je suis redescendu, puis j'ai fait une ronde au rez-de-chaussée. Pendant que j'étais en bas, j'ai entendu ce même bruit plusieurs fois. Le manoir était tellement grand et résonnant qu'il était presque impossible de vraiment enquêter. Et je ne pensais pas que ça valait la peine de trop m'acharner, parce que le bruit était devenu étonnamment assez régulier. À ce moment-là, j'étais presque sûr que c'était simplement la maison qui faisait des bruits. Quand l'heure suivante est arrivée, je suis ressorti pour faire une ronde du périmètre. J'ai longé une première partie de la maison, puis une autre, jusqu'à arriver sur le côté. À cet endroit-là, les arbres étaient très denses. Il y avait aussi un petit chemin praticable en voiture, une sorte d'accès secondaire que la famille utilisait pour les quads ou ce genre de véhicules. Je me suis un peu rapproché de la lisière des arbres, sans chercher quelque chose en particulier. Puis j'ai remarqué une forme qui a attiré mon attention. Au fond des bois, peut-être à 12 mètres du chemin, il y avait quelque chose dans l'obscurité qui ne se fondait pas avec les arbres. Mes yeux arrivaient à peine à la distinguer, alors je me suis avancé un peu plus dans les bois. Il s'agissait d'une voiture, une vieille voiture abîmée, coincée entre les arbres. Ce n'était clairement pas un véhicule appartenant à la famille. Il faisait complètement noir dehors, donc j'ai dû m'approcher très près pour pouvoir l'inspecter. Et j'ai très clairement distingué des traces de pneus sur le sol de la forêt, ce qui voulait dire que la voiture avait dû arriver là récemment. Naturellement, il n'y avait personne à l'intérieur. Et bizarrement, les 2 plaques d'immatriculation avaient été retirées. Je suis resté peut-être 1 minute à observer les arbres autour. À cet instant, en découvrant quelque chose d'aussi anormal, j'ai soudain pris conscience de l'isolement dans lequel je me trouvais. Et du fait que je me trouvais peut-être réellement en danger. Je me suis senti mal à l'aise. Puis je me suis dépêché de sortir des bois. En retournant vers la maison, j'ai envoyé un message à la famille pour les prévenir et leur demander s'ils avaient déjà vu cette voiture. À l'instant où je suis rentré et où j'ai refermé la porte derrière moi, j'ai entendu la même série de coups juste au-dessus de ma tête. Cette fois, j'ai vraiment commencé à paniquer. Maintenant, il fallait absolument que je comprenne ce que j'étais en train d'entendre. Cette fois, j'ai parcouru le couloir, mais tout est resté parfaitement silencieux. Au bout du couloir, il y avait une autre section qui menait à plusieurs autres portes. Tout était fermé, et encore une fois, je ne savais pas où elle menait. Puis alors que j'étais là, j'ai de nouveau entendu les bruits directement au-dessus de moi. Et cette fois, ils étaient beaucoup plus forts. J'étais certain que c'était des pas qui couraient juste au-dessus, au 3e étage. J'ai rapidement fait demi-tour vers les escaliers, puis
puis je suis monté jusqu'au couloir suivant. Je n'ai rien vu. Alors j'ai fait quelques pas dans le couloir. Arrivé au milieu, j'ai remarqué qu'une des portes, celle du fond, était ouverte. Je n'avais aucune idée de ce qu'était cette pièce, ni si la porte était déjà ouverte avant. Avant de m'approcher, j'ai vite vérifié si la famille m'avait répondu. Aucun message. Alors je me suis approché de l'encadrement de la porte et j'ai regardé à l'intérieur. C'était une immense chambre, peut-être la chambre principale. Mais voilà, il y avait des affaires partout sur le lit. Au début, j'ai pensé que la famille avait peut-être fait ses valises dans la précipitation et laissé la pièce en désordre. Mais plus je regardais, plus je comprenais que c'était bien pire que ça. Il y avait des objets partout, comme si quelqu'un avait fouillé la chambre de fond en comble. Avant que je ne puisse regarder davantage, une porte a soudainement claqué à l'autre bout du couloir près de l'escalier. Je suis immédiatement sorti de la chambre et j'ai regardé vers le bout du couloir. J'ai entendu des pas courir dans les étages en dessous de moi. À ce moment-là, j'ai vraiment eu peur pour ma vie et j'ai immédiatement composé le 911. Je ne savais pas si je devais courir, me cacher ou faire autre chose. Alors je suis simplement resté là au téléphone. J'entendais plusieurs portes s'ouvrir et claquer, ainsi que des pas qui se déplaçaient dans les couloirs de la maison. Ils étaient au moins 3 ou 4, j'en étais persuadé. Après une minute, les pas et les coups ont traversé le rez-de-chaussée. Puis la maison est devenue silencieuse. Je crois avoir attendu 5 minutes avant de descendre prudemment pour regarder autour de moi. Je n'ai rien vu, jusqu'à ce que j'arrive sur le côté de la maison. Par la fenêtre, j'ai aperçu les phares de la vieille voiture. Elle ne bougeait pas, mais après quelques minutes, les phares se sont éteints. Les policiers sont finalement arrivés, après plus de 40 minutes. Je leur ai tout raconté, tout en essayant de joindre la famille. Quand les agents ont fouillé les environs, ils ont trouvé la voiture toujours coincée entre les arbres. On aurait dit qu'elle était embourbée ou bloquée. La voiture était vidée de tout ce qu'elle contenait, et il n'y avait absolument rien permettant de remonter à son propriétaire. Les jours suivants ont été assez chaotiques avec tout ce qui s'était passé. Il s'est avéré que la famille n'avait vraiment aucune caméra dans la maison, ce que j'ai trouvé complètement fou. Surtout après avoir déjà vécu un incident auparavant. Je n'ai jamais su les raisons pour lesquelles la famille m'avait embauché. Quant à ce que le groupe qui s'était introduit dans le manoir cherchait, je ne l'ai jamais su non plus. Je suppose que les 2 incidents étaient liés d'une manière ou d'une autre, mais ce n'est qu'une hypothèse de ma part. Bien sûr, après tout ça, j'ai démissionné. J'avais l'impression qu'on me cachait beaucoup trop de choses et je ne savais pas vraiment dans quoi je m'étais retrouvé en travaillant pour cette famille. Et très honnêtement, je n'étais probablement pas qualifié pour ce dont ils avaient vraiment besoin. Si je m'étais retrouvé en face de ce groupe, n'importe quoi aurait pu arriver et personne n'aurait été là pour m'aider. Honnêtement, je pense que si j'avais réussi à voir ne serait-ce que l'un d'entre eux, ils ne seraient probablement pas simplement partis comme ils l'ont fait, parce qu'ils auraient su que je les avais vus et que je pouvais peut-être les identifier.